troisième fois que nous accueillons ce soir les prix Diderot. La Reine Blanche, c'est un théâtre indépendant. C'est un théâtre qui n'appartient pas à un grand groupe. C'est un théâtre qui n'est absolument pas subventionné par les pouvoirs publics. C'est donc un théâtre qui est pauvre mais libre. Libre en particulier de programmer de la science, d'avoir une programmation exigeante mais pas élitiste. Exigeante, oui, sur la qualité artistique, sur la qualité scientifique quand il s'agit de spectacles à caractère scientifique, mais ouverte à tous et accessible au plus grand nombre. D'un point de vue de la science, vous avez notre programme que j'espère vous prendrez et vous étudierez de près chez vous. Vous verrez que ce que nous proposons, c'est toute une panoplie de spectacles à caractère scientifique qui s'adressent aux jeunes et aux moins jeunes, des conférences pour le grand public, des performances avec Marie-Odile Monchicourt qui fait chez nous c'est La Origine où elle mêle scientifique et artiste sur la même scène. Et puis des pièces à caractère scientifique. Alors certains d'entre vous savent sans doute qu'au mois de novembre prochain, nous fêterons les 150 ans de la naissance de Marie Curie. Et nous avons à cette occasion beaucoup d'événements. Une conteuse viendra s'adresser aux plus jeunes. Marie Curie, magicienne du radium, c'est un conte sur la vie de Marie Curie. Un opéra polonais le 19 novembre qui sera retransmis bien sûr en vidéo, suivi d'un dîner polonais concocté par l'ambassade de Pologne. Et puis une pièce que nous avons écrite avec Jean-Louis Boer qui s'appelle Le paradoxe des jumeaux, pour ceux d'entre vous qui sont physiciens bien sûr. Cela rappellera la mémoire de Paul Langevin, qui est un des personnages de la pièce que nous jouerons avec Sabine Audepin et Karim Kadjar. Et donc, c'est la première de cette pièce, à laquelle j'espère que vous viendrez nombreux, sera le 16 novembre à 20h45 et nous la jouerons jusqu'au 28 décembre. Donc, de nombreuses manifestations, de nombreux spectacles qui ont trait à la science, dont je sais qu'elle vous est chère aussi. Donc j'espère de tout mon cœur que nous nous reverrons. Et en attendant, bien sûr, je veux remercier Didier Michel et saluer Étienne Klein également. Je remercie Didier d'organiser cette nouvelle cérémonie des Diderot à la Reine Blanche. Nous en sommes extrêmement heureux et honorés. Et nous vous souhaitons à tous une très belle cérémonie. Important, une directrice. Alors, on a d'autres gens importants. Oh là là, il y a un spot, je ne vous raconte pas. Donc, du coup, je ne vois personne. Alors, donc aujourd'hui, c'est des petits livres 2017, ils sont là, ils sont très très beaux. Je ne me souviens plus du nom des concepteurs, mais on en a un à la maison. C'est super beau. Et ce qui est certain, c'est en tout cas que chaque modèle est original, et ça, c'est assez incroyable, et c'est une chance. Ils sont tous différents, et c'est vraiment, voilà, donc je salue les gens. Voilà, c'est très beau. Alors aujourd'hui, donc, nous avons différentes personnes qui vont venir présenter les prix aux lauréats. Les lauréats sont parmi nous ce soir. Alors, si vous êtes lauréat, vous le savez, donc si vous ne l'êtes pas, vous le savez aussi. Mais il n'y aura pas trop de surprises pour vous qui sont là. Donc, on va démarrer tout de suite avec M. Guillet-Philippe, qui est le directeur, le président de l'association des musées, centres et centres de sciences et techniques industrielles. J'ai arrêté le tour, mais il va vous expliquer ce que c'est et pourquoi c'est important les prix Diderot. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, l'association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle. Ah, ça a été. Oh, c'est des vieux débats, on a parlé depuis longtemps. Regardez se développer. Merci Elisabeth Bouchot, Théâtre de la Reine Blanche, notre partenaire maintenant depuis 3 ans. C'est un lieu quand même hautement symbolique pour notre secteur. Merci à nos 3 partenaires institutionnels qui nous soutiennent quasiment depuis le début. Le Musée des Arts et Métiers, Universcience et le Palais de la Découverte. Tiens. Le Muséum National, bien sûr. Le Muséum National. Non, c'est parce qu'avant, il y avait
la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte. Et mais maintenant, il n'y a plus que l'univers science. Je dirais rien d'autre. Merci Étienne Klein d'être notre président du jury. Et puis merci de m'avoir enseigné le principe de Condorcet. Au moins j'ai appris quelque chose dans ce jury. Et ça c'était quand même une chose. Il vous le raconterait, vous lui demanderez. Il vous dira exactement ce qu'est ce principe de Condorcet. Merci aux membres du jury, dont certains sont présents ici. Merci à l'équipe de l'AMSTI. On a parlé de Didier Michel. Il faut citer également Charlotte, Anne-Sophie, et puis notre photographe. Le nom ne revient plus, je suis vraiment désolé. Mathieu, bien sûr, Mathieu. Chers collègues, chers amis, donc bienvenue à cette 16e cérémonie des Diderot, 16e depuis 2002, après un constat révélé au sein du groupe Veille, Initiative, Échange. Je vois Bernard Metz, je sais que ça lui rappellera des bons souvenirs, et c'est à l'issue dans ce groupe important, ces groupes thématiques de l'AMSTI, de l'époque, en tout cas à la fin des années 90, qu'on avait souligné la nécessité, en tout cas, de créer ces prix. 2002, la création, sous la présidence de Denis Varlot, ici présent, avec un président du jury qui n'était pas un inconnu, puisqu'il s'agissait du Mercurien lui-même, qui a été notre président du jury pendant quelques jurys, justement. C'était assez fort pour ce lancement de ces prix. Nous lui rendons hommage aujourd'hui, bien sûr, à travers le prix de la personnalité de la CSTI. Alors, les objectifs de ces prix n'ont pas varié. Mettre en avant les réalisations, et j'insiste sur les réalisations, pas sur les projets, mais les réalisations, puisqu'on peut les évaluer quand il s'agit de réalisations innovantes, ainsi que des personnalités marquantes et puis impliquées dans le champ de la CSTI. Alors évidemment, où on a, je ne reviendrai pas sur l'importance de ces prix dans des moments aussi cruciaux que maintenant. En tout cas, bonne séance, et puis je passe tout de suite la parole, je crois, à Étienne Klein. Oui, tout à fait ça. Étienne Klein, le prochain. Voilà. Donc, président du prix. On l'applaudit. Bonjour à toutes et à tous. Je vais dire mon bonheur renouvelé de présider ce jury. C'est un jury qui n'a pas d'entropie. En tout cas, l'entropie est constante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégradation des relations. Et à chaque fois, chaque année, c'est un bonheur de discuter pendant plusieurs heures des éventuels lauréats. Je remercie. Vous avez 4 minutes, en fait. J'ai plusieurs heures. C'est ok. Merci. C'est de plus en plus court. C'est même plus court qu'à la télévision ici. Donc, je remercie les membres du jury. Certains sont dans la salle, comme l'a dit Philippe Guillet. Et je remercie Philippe Guillet qui, chaque année, me renouvelle sa confiance. Je ne sais pas quelle est la durée de mon mandat. Je pense que je ne sais pas, il faut qu'on en discute. Et on a en effet mis au point une procédure de vote qui évite de tomber dans les travers du paradoxe de Condorcet. Condorcet a le premier à avoir compris que la relation de préférence n'est pas transitive. C'est-à-dire que si une majorité de gens préfèrent A à B, et si une majorité de gens préfèrent B à C, on n'a pas le droit d'en déduire qu'une majorité de gens préfèrent A à C. Donc on a d'ailleurs fait cette année un petit test pour voir comment ça influait sur le résultat du vote. Et quoi d'autre Ah oui, prix Diderot, ceux qui ont été lauréats savent qu'il n'est pas récompensé, on gagne 0 centime, ce qui contribue à le rendre célèbre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a, des gens vous arrêtent dans la rue, ah c'est vous qui avez eu le seul prix pour lequel il n'y a pas de prix, quoi. C'est-à-dire c'est le seul prix qui soit sans prix, et ça vous donne au lauréat une gloire absolument éternelle. Je vois qu'il y en a qui sont déçus là par ma phrase. C'est ceux qui pensent encore avoir le prix cette année et qui sont. S'il y a un chèque, est-ce que c'est rétroactif? C'est un jour d'un chèque associé. Vous avez des informations que je sais pas. Non, c'est au cas où pour que ça le serait sans doute. Et enfin, je voulais dire que quand on délibère, en tout cas c'était vrai pour cette année, on pense beaucoup, en tout cas mon cas, à une chose qu'avait dite un lauréat de l'an dernier, Alexandre Moretti, qui avait dit on a beaucoup travaillé avec l'idée qu'il faut mettre la science en culture. Et lui a dit ça ne peut marcher que si ça se produit dans les deux sens, c'est-à-dire que si on met aussi de la culture dans la science. Et vous allez le voir, les gens qui ont été primés cette année sont des gens qui mettent de la culture dans la science, qui doit être une opération doublement efficace, puisqu'une fois qu'on met de la culture dans la science, eh bien la science, par cet effet-là, simplement, devient culturelle. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à vous. Donc il est temps de remettre les prix au premier gagnant. Donc pour cela, il y a des partenaires au prix. Donc je vais appeler Juliette Raoul-Duval, qui est, je ne vais pas dire de bêtises, qui représente les arts et métiers et qui va donner le premier prix. Alors il faut que je trouve, je vous donne le micro et puis après je vous donne l'enveloppe. Merci. Alors, c'est celui-ci, avec l'enveloppe. Ah, d'accord. Et tout le milieu. Merci. Mais d'abord, un petit mot, peut-être, bonjour à tous. Un petit mot pour dire à quel point le musée des arts et métiers est heureux et fier de participer à l'action de l'association Modalistique, l'association de culture scientifique et technique, et en particulier à la remise du prix Diderot. Yves Aquin, le directeur du musée, est dans la salle aujourd'hui, ce qui est une manière aussi de vous dire l'importance que le musée attache à sa contribution à cette activité de culture scientifique et technique. C'est évidemment au cœur de notre métier et au cœur de l'action même du Conservatoire national des arts et métiers et de son musée. Donc cette année, Étienne aurait pu le dire, on a eu beaucoup de candidats qui se sont présentés pour le prix Diderot. On a eu un peu de mal à délibérer et à choisir parmi nos candidats. Et je crois que la méthode que nous propose Étienne permet de mettre en avant des projets qui sont à la fois intéressants, innovants, originaux, et en l'occurrence, le prix que le musée des arts et métiers va remettre est remis à des candidats qui ont un sujet extrêmement original, traité de manière à la fois scientifique et à la fois amusante, ludique, et qui porte sur la statistique expliquée à mon chat. Alors, je voudrais faire venir sur cette tribune on a tous été emballés par la présentation de ce projet particulièrement intelligent et intéressant qui montre ce qu'on peut faire dire et ne pas faire dire aux chiffres et la manière dont il faut se méfier de toute interprétation active de la statistique. Je crois que c'est mieux que je les laisse parler de leur propre projet. Merci beaucoup. On va s'installer. On va vous questionner. On a 10 minutes pour vous cuisiner. Je vous remercie. Je crois que vous pouvez, sous vos applaudissements. C'est moi qui ai l'intention de vous questionner. Vlad s'occupera de la prochaine invitée. Voilà, Vlad sera juste pendant ces quelques minutes. Juste 2 mots, parce que Condorcet, vous avez une vidéo qui parle un peu de Condorcet, du choix. Les lauréats ont un nom. Oui, bien sûr. Alors, nous avons Nathan. Bonjour, moi c'est Nathan. Et nous avons Moi, c'est Laura. Laura. Et nous avons Gwenaël qui n'est pas là. Gwenaël n'est pas là. Gwenaël est le compositeur du projet. Voilà, ça va pas. On va en parler de la forme. La forme est extrêmement originale, donc on va avoir un extrait de la fin. Et pour Condorcet, vous avez un épisode qui parle de Condorcet. On a un épisode où on montre différents systèmes électoraux, tout à fait. Voilà. Qui s'appelle Monsieur le Président, avez-vous gagné cette élection? Donc c'est une des vidéos les plus populaires de notre projet à l'heure actuelle. La plus populaire. Allez la voir. Bon, alors, du coup, alors, vous êtes qui? Donc vous êtes là, je vous ai expliqué à mon chat, mais vous êtes qui en vrai? Donc Nathan est docteur en sciences et statisticien, et c'est lui qui rédige donc les scripts des vidéos. Voilà, donc Gwenaël, comme on l'a dit, est le compositeur, et moi donc je suis la graphiste qui réalise l'illustration et l'animation de la chaîne. D'accord, et vous êtes belge. On est belge, ouais. Ce qui est très très bien. D'accord. Et votre formation les uns les autres, parce que il y a un truc qui est quand même extraordinaire par rapport au métier de vulgarisateur sur YouTube, c'est que vous faites vraiment votre métier de formation dans la chaîne. Donc monsieur est vraiment statisticien, et Laura? Moi j'ai fait un master en art numérique. Donc, voilà, un master en art numérique. Oui. Et Gwenaël est compositeur. C'est dingue. Et donc, l'idée sort d'où? Pourquoi cette forme? Mais moi, ça fait longtemps que ça me gêne qu'on ne se soucie pas vraiment des problèmes des chats. Les chats ont des vrais problèmes de société, et les chats, eux aussi, ont droit à une éducation scientifique de qualité.
Et donc, comme c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, j'ai débarqué avec cette idée auprès de Laura et Gwenaël, et je leur ai dit, il faut qu'on fasse des vidéos scientifiques à destination des chats. Ils étaient emballés, donc on a démarré à partir de là. D'accord, c'est parfaitement logique. Et donc, le personnage principal, donc c'est toi qui parles, hein, c'est ta voix qu'on entend, c'est bien. Et le personnage principal, c'est Albert. Oui. Alors moi, j'aimerais savoir, tout le monde, les gens se demandent, qui est Albert? Est-ce qu'Albert existe en vrai? Alors, Albert existe bien sûr en vrai, et c'est un chat qui est beaucoup plus malin qu'il n'y paraît dans les vidéos. Dans les vidéos, il joue un peu aux imbéciles, mais en réalité, il a relu l'entièreté de ma thèse de doctorat avant que je la défende, et aujourd'hui, il sait même faire le café. C'est vraiment un chat très malin. D'accord, c'est Nathan, très bien. Et donc on t'a forcé, Laura, à faire des chats en dessin. Et donc, j'aimerais savoir ce que ça te fait, et est-ce que tu penses que c'est une carrière importante de faire des chats en dessin? Bah oui, tout à fait. Donc, je suis esclave de la chaîne. On force à dessiner des chats. Non, plus sérieusement, en fait, les chats, on les a introduits dans la chaîne parce qu'en fait, ça permet de donner un côté un peu distrayant et des moments de pause pour un sujet qui peut être un peu sérieux et qui peut faire un peu peur. La statistique, c'est pas un sujet forcément facile. Et puis les chats sur Internet, les gens cherchent des chats sur Internet. C'est ça, voilà. Vous avez un succès qui dépend aussi un peu de l'écosystème de YouTube, du fait que les gens veulent voir des chats. Oui, tout à fait. On a un peu surfé sur cette vague-là, effectivement, la popularité des chats. Et effectivement, ça fait vraiment le contraste entre le côté sérieux et le côté distrayant. Et donc, en plus des 5 mascottes de la chaîne, on intègre aussi des chats personnalisés qu'on réalise pour nos fans qui nous soutiennent sur Tipeee, qui est une plateforme de financement participatif. Alors attention, donc ça c'est... Image. Donc voilà, donc ça c'est Dora. Donc ça c'est Dora, qui est donc le chat de nos fans, qui est malheureusement décédé. Et donc sa maîtresse nous a demandé d'en faire un hommage. D'accord. Donc Dora continue d'exister dans nos vidéos, via ce petit avatar. Donc le personnage qu'on aura dans les futurs épisodes est inspiré de Dora. C'est ça, voilà. Ça, c'est, voilà. Très bien. Et donc vous allez toujours avec des photos de chats dans votre sac. Toujours, bien sûr. Quelle idée de ne pas se balader avec des photos de chats géants. C'est vrai que je vous présente Izumi, qui est aussi un des chats de nos fans. C'est mon préféré. Bon, il ne fait pas toujours l'unanimité, mais moi, c'est mon préféré. Voici Boulette. Je ne sais pas si on va réussir à tous les placer. Comme ça. C'est aussi un des chats de nos fans. Ce moment est surréaliste. Et un dernier, je vous rassure, on n'a pas non plus 20, hein, mais voici Gigi. Alors Gigi, c'est la chatte de Pierre Kerner. Et donc pour ceux qui ne savent pas qui Pierre Kerner est, Pierre Kerner, c'est le fondateur de la plateforme Vidéosciences. Donc c'est une plateforme qui agrège des vidéos de vulgarisation scientifique. Qui dépend du Café des Sciences. Et nos chaînes sont membres de ce catalogue, des chaînes qui font de la science. D'accord. Et très bien. Donc c'est Gigi. Et ben je la connaissais pas. Très bien. J'aimerais juste, j'avais une question après. Je sais pas du tout quelle heure il est. J'ignore totalement si je suis dans les temps. On me fait signe que du temps encore. Oui, c'est bon. Alors, Nathan, ta voix, on entend. Est-ce que tu la travailles? Est-ce que tu as des critères particuliers de la manière dont tu travailles ta voix pour faire ces épisodes? Malheureusement, non. J'ai vraiment commencé un peu au hasard. Alors maintenant, j'essaie de mettre peut-être des intonations, des inflexions dans la voix qui sont un peu bizarres, un peu atypiques, parce que ça a l'air de plaire aux gens. Je ne sais pas vraiment expliquer pourquoi, mais les gens ont l'air d'aimer le fait que ma voix a des intonations bizarres dans les vidéos. Mais vraiment, je ne suis pas un professionnel au niveau de la voix. J'arrive trop vite. C'est surtout le côté belge. Non, je crois. J'essaie de le cacher, hein, mais... C'est chantant, il y a un côté... voilà, on est pour, c'est très bien. Moi, j'ai une question du coup qui n'est pas prévue, mais que j'ai rajoutée parce que je la poserai un peu à tous, donc préparez-vous. Avec quel mot est-ce que vous définiriez? Parce que parfois, on parle de vulgarisation et on me dit « Ah, mais c'est moche, c'est vulgaire ». Et j'ai pas trouvé mieux, donc on a popularisateur, on a médiateur, on a transmetteur. Avec quel mot, si vous en trouvez un, vous définiriez, vous, dans cette action, à travers cette expliquer à voilà, il faut répondre au téléphone. Voilà, ma question était donc nulle. Vlad, as-tu une question pour sauver la face? Non, débrouille-toi, c'est drôle. Voilà. Vous le ferez en chat, pour me faire plaisir. Vlad en chat.
Alors, on avait un extrait prévu pour illustrer, pour que j'en vois un peu votre travail. C'est un extrait de quel épisode? Alors, on va passer un petit extrait d'un épisode qui a très bien marché cet été. Durant le printemps de cette année, il y a eu une vague de désinformation sur les boissons light. Et on a eu envie de réagir dans notre chaîne, ce qu'on a fait cet été, et c'est ce qu'on va maintenant projeter. D'accord, donc avant que on relance. Aujourd'hui, je vais tenter d'attirer l'attention de mon chat Albert sur un papier de recherche. Le papier en question a été publié le 20 avril 2017 dans la revue anglophone Stroke. En voici le titre original. Si je tente une traduction dans la langue de Molière, ça donne quelque chose comme ceci. À propos des boissons light et du risque d'accident vasculaire cérébral. Une étude de cohorte prospective. Le papier est assez rébarbatif à lire, et je ne vais pas embêter mon chat avec trop de détails le concernant. Dans les grandes lignes, Albert, ce que les chercheurs ont fait, c'est séparer un échantillon de personnes en 2 groupes selon la quantité de boissons light consommées. À gauche, les gros consommateurs, à droite, ceux qui ont rapporté consommer peu, voire pas du tout. Cette séparation faite, les chercheurs ont découvert quelque chose d'inquiétant. Le risque d'accident vasculaire cérébral s'est révélé sensiblement plus élevé dans le groupe de gauche. Les chercheurs ont donc mis en évidence un lien, une corrélation, entre consommation de boissons light et risque d'AVC. Je sais Albert, ça fait très peur, surtout à une époque où ce type de boisson est massivement consommé. Mais une corrélation, c'est aussi ce qui a été découvert entre le nombre de magasins Ikea par habitant et le nombre de prix Nobel par habitant. On sent toutefois que conclure que les magasins Ikea sont des catalyseurs de recherche ne va pas marcher. Un lien, il y en a également un très fort entre la concentration de CO2 atmosphérique et le taux de personnes en surpoids sur la planète. Mais à nouveau, conclure qu'une atmosphère pauvre en CO2 est la solution au problème du surpoids serait bien naïf. En science, mettre en évidence une corrélation, c'est comme avoir détecté quelque chose sous le sable à l'aide d'un détecteur de métaux. Comprendre si cette corrélation est le résultat d'une relation de cause à effet, cela revient à retourner le sol en espérant trouver quelque chose d'intéressant. Car disons-le clairement, on s'en fiche bien de savoir que la consommation de boissons light et le risque d'AVC sont liés. Nous, ce que l'on veut savoir, c'est s'il y a une relation de cause à effet entre les deux. Malheureusement, retourner le sol est aussi l'étape la plus difficile. Par manque de temps, de moyens, ou simplement parce qu'ils ont la flemme, de nombreux scientifiques ne le font jamais. Les derniers mots rédigés par les auteurs de l'article publié dans Stroke sont ainsi particulièrement révélateurs. Je te fais la traduction, Albert. De futures recherches sont nécessaires afin de confirmer nos résultats et d'investiguer les mécanismes pouvant expliquer cette corrélation. Si on a de la chance, les auteurs ou d'autres chercheurs termineront cette étude un jour, et on aura le fin mot de cette histoire. Là où les choses s'aggravent, c'est quand on voit ce qui est fait de ce genre de papier de recherche sur Internet, où les corrélations deviennent par magie des relations de cause à effet sans la moindre preuve. Admire par exemple, Albert, ce superbe titre sur le site lebonbon.fr. Pourquoi il faut arrêter de boire du light? L'article date du 21 avril, soit à peine 24 heures après la publication du papier de recherche. Le même jour sur Medicite.fr, où je cite « Le contenu est validé par des médecins », on nous dit très sérieusement « Soda Light, cette boisson triple votre risque de faire un AVC ». Mais on peut encore faire plus alarmiste. Ainsi apparaît le 26 avril sur lismatin.com un article intitulé « Vous n'avez pas envie de savoir ce que vous risquez en buvant des sodas allégés ». En parcourant les autres articles publiés par la même personne, on a cela dit vite compris. Il y avait des chats aussi. Merci, bravo. Alors, avant que vous partiez, est-ce qu'on peut avoir un scoop de quoi parle la prochaine vidéo? Juste pour nous. La prochaine vidéo va parler de l'effet placebo. Intéressant. Là, on regardera avec attention votre prochaine émission, on partagera partout, tout le monde va s'abonner. Donc merci beaucoup, la statistique expliquée à mon chat, Nathan, Laura et Gonel. Bravo encore. Je laisse Bled prendre la parole. Par contre, tu n'as pas le nom du monsieur. Et non, je n'ai malheureusement pas le nom de la personne qui doit venir ouvrir la prochaine enveloppe. On n'est pas très cultivé. En gros, c'est monsieur Pierre Dubreuil qui représente. Attends, c'est écrit quelque part dans mes feuilles. Le Muséum National. Le Muséum National d'Histoire naturelle. d'Histoire naturelle, c'est ça? Je le savais. Bravo. Bonjour. Bonjour. Oula, oui, c'est vrai qu'il a dit. Bonjour à tous et à tous. Merci. Déjà Non, mais je ne suis pas là pour vous dire beaucoup de choses. Simplement,
C'est pas la bonne, d'accord. C'est pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre. En tout cas, je suis content de vous retrouver parce que l'année dernière, c'est à vous que j'ai remis le prix. La tronche Chambier, je Absolument. vous ai découvert, on a fait connaissance et je suis vraiment heureux de retrouver votre humour décalé qui me plaît toujours autant. Je pense que c'est partagé d'ailleurs. Ouais, le coup du belge, ça me plaît pas mal. Moi, bon, écoutez, je veux simplement vous dire que le muséum est heureux d'être ici associé à la remise de ce prix Diderot. Prix Diderot dont le muséum est partenaire depuis sa création, je crois, et qui correspond à notre obsession au muséum de diffusion de la connaissance scientifique. Et on peut diffuser par mille et une manières, et vous le démontrez. Alors là, franchement, c'était un peu surréaliste au début, mais j'ai adoré les histoires de chats. Je connaissais pas, pour tout vous dire, parce que je ne suis pas dans le jury moi-même, et j'ai donc découvert, ce qui n'est pas le cas de tout le monde ici, votre création, et c'était vraiment passionnant. Donc j'imagine que maintenant, le suspense étant à son comble, tout le monde attend de savoir qui est le deuxième lauréat, donc je vais vous l'annoncer. On m'entend. Le lauréat est Science Tips. Alors, bravo. Du coup, on accueille Amélie et Charlotte. Qui est Amélie, lève la main. Félicitations. Bravo. Salut. Donc, je ne vais pas dire ce que vous faites, je sais un peu quand même, mais je vais plutôt vous laisser le soin de faire découvrir. Je crois qu'on va commencer une média res parce que vous avez prévu une vidéo aussi, mais vous allez la diffuser avant. Tenez. Août 1981. Une équipe de scientifiques bouillonne d'impatience. Après plusieurs semaines de voyage, la sonde spatiale du programme Voyager 2 va enfin révéler des images inédites d'une des lunes de Saturne, Encelade, lorsque soudain, la caméra se coupe. Mais qu'a-t-il pu bien se passer? L'hypothèse des scientifiques, une météorite aurait percuté et brisé la caméra. Pour en avoir le cœur net, ils décident de fabriquer une maquette de la sonde et de reproduire en laboratoire l'ensemble des manœuvres précédant la coupure de la caméra. En rejouant la scène, peut-être comprendront-ils ce qu'il s'est passé. Avec cette manipulation, ils comprennent que la caméra n'est pas cassée. Elle est grippée. L'axe sur lequel elle tourne n'est pas assez lubrifié et ne peut plus pivoter. Il suffit donc, simplement, de lui rajouter un peu d'huile. Le problème, c'est qu'à plus de 2 milliards de kilomètres de la Terre, les garagistes ne courent pas les rues. Alors, comment faire pour réparer la caméra de la sonde à distance? La réponse, les scientifiques la trouvent à nouveau grâce à la maquette. Ils s'aperçoivent qu'en la secouant, en la basculant de gauche à droite, le lubrifiant encore présent dans la sonde s'écoule vers la caméra. Le pari est risqué, mais les scientifiques se lancent et programment à distance le brimballement de la véritable sonde. Résultat, la caméra se remet à fonctionner. Malheureusement, le temps de réparer la sonde, celle-ci a continué sa route et se trouve maintenant loin d'Encelade et de ses mystères. Ce sera finalement sa consoeur, la sonde Cassini, qui 30 ans plus tard révélera les secrets de cette lune lointaine, et notamment la présence d'immenses geysers d'eau, faisant d'elle un des lieux extraterrestres susceptibles d'abriter une forme de vie. Digne héritière de Voyager 2, la sonde Cassini, qui aura passé plus de 19 ans dans l'espace, aura ainsi permis aux scientifiques de lever le voile sur quelques-uns des mystères de la planète aux anneaux et de ses 62 satellites. Alors, à nouveau, bonjour, Amélie et Charlotte. Alors, je vais commencer par une petite question, et déjà, petite anecdote, c'est drôle, parce que je me suis rendu compte tout à l'heure, à mon grand embarras, que ça fait un grand moment que je vous connaissais, en fait, parce que Science Tips n'a pas commencé à parler de science immédiatement, mais a commencé avec Music Tips, pour lequel j'avais postulé. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse de ces projets-là? Alors, en effet, Science Tips, c'est la 3e petite sœur de la lignée. Ça a commencé par Art Tips en 2013, donc qui parle d'art 3 fois par semaine à une communauté d'abonnés de plus en plus large. Et Music Tips, en effet, en 2016, qui parle de musique le week-end. Et donc, à elle 2, déjà, elle totalisait 500 000 abonnés. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée de lancer Science Tips, la 3e petite sœur de la lignée.
pour que en fait, les sujets de science soient également assez proches du grand public et qu'on puisse les raconter de façon storytelling et ludique comme vous l'avez vu dans la vidéo. Et donc on a interrogé notre lectorat et c'était en effet une des thématiques qu'attendait notre lectorat depuis très longtemps, la science. On a commencé à la raconter. D'accord. Alors, du coup, c'est une newsletter qui est diffusée à intervalles réguliers. Et quel est le contenu d'une de ces newsletters? Alors, chaque anecdote, en fait, c'est une petite... chaque newsletter est une anecdote. Donc, on le diffuse avec un format qui est très ludique, accessible à tous et assez décalé. Pour parler un peu des sujets qu'on aborde, on a vu c'est la sonde Cassini qui était un peu d'actualité. Mais on a aussi pourquoi est-ce qu'on a de l'ADN néandertal en nous, quel est l'animal le plus résistant de la planète, ou encore comment un mathématicien, il est connu, le tardigrade, très connu. C'est pas les chats. Non, désolé. Ou encore, le mathématicien en Grèce antique qui a réussi avec un chameau et un bâton à calculer la circonférence de la Terre. C'est quoi son nom? Est-ce que j'ai dit Non, pas le nom. Eratosthène. C'est vraiment pas sympa de poser des questions qui n'ont pas été préparées. Tu vas arrêter ça tout de suite. Surtout si c'est moi qui ai le micro. Je veux savoir. Alors, comme j'ai pas envie de parler de tardigrade pour des raisons très très personnelles, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi votre cible? Qui est-ce que vous lisez? On a une cible qui est très variée, donc ça peut vraiment aller de mon petit cousin qui a 10 ans jusqu'à une grand-mère de 90 ans. On a aussi, dans cette cible-là, on a aussi des gens qui ne sont pas du tout des scientifiques, donc qui n'ont aucune connaissance en sciences préalables, et on a des experts dans des domaines d'astrophysique. Donc l'idée de Science Tips, c'est de devoir plaire à tout le monde, donc c'est pas évident. Donc nous, on doit vraiment faire la part des choses et essayer à la fois apporter un contenu qui est compréhensible par tous, et en même temps essayer d'apporter des petites anecdotes que justement le scientifique ne connaîtra pas et qui lui permettra d'apprécier nos anecdotes. Super. Alors, le prix Diderot récompense l'innovation aussi, innovateur de projet LES, c'est certain. Ceux qui le connaissent peuvent en attester, mais est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Qu'est-ce qui rend ce projet si innovateur? En fait, Science Tips, c'est une vieille recette, c'est raconter des histoires, donc il n'y a rien de plus vieux au monde, mais nous, on l'adapte aux nouveaux usages. Donc, en fait, quand la personne reçoit la newsletter, le lecteur sait que ça va lui prendre 2 minutes pour la lire, donc il n'a pas peur de l'ouvrir. D'ailleurs, nos taux d'ouverture sont assez faramineux sur Science Tips, on avoisine les 75%. Et il n'a pas peur de la parcourir. Et donc, il sait que à la fois, il va apprendre quelque chose, il va s'amuser et ça va pouvoir s'intégrer dans son quotidien. Donc, il va pouvoir le lire dans les transports, entre 2 rendez-vous, dans une salle d'attente. Et c'est en ça qu'on essaye d'innover. C'est en instillant un petit peu de culture dans la vie quotidienne des gens. Alors, du coup, cet impératif de brièveté et d'efficacité fait que vous vous limitez à 300 mots par newsletter. Dans très très peu de temps, ça pourrait presque passer dans un tweet. On pourrait peut-être passer à 280. Est-ce que c'est pas un peu court pour transmettre une information? Alors, c'est vrai que 300 mots, c'est assez court. Après, notre objectif, c'est pas de former des experts en astrophysique ou en immunobiologie. Nous, on essaie vraiment d'être une introduction aux sciences. Donc, de donner envie aux lecteurs d'en savoir plus et d'en découvrir plus. Donc, à la fin de chaque anecdote, on a des liens qui leur permettent justement d'aller chercher l'information supplémentaire. Après, évidemment, c'est une juste balance entre le storytelling, donc raconter une histoire et garder le lecteur jusqu'à la fin de l'anecdote, et puis essayer de donner de l'information qui est qualitative. Donc, évidemment, pour ça, on fait appel à des rédacteurs scientifiques, mais aussi et surtout à des experts dans le domaine qui est abordé dans l'anecdote et qui va permettre de garantir cette fiabilité et cette véracité scientifique qui est absolument fondamentale. Très bien. Alors, illustrant la science, je vais faire dans l'autocorrection et j'annonce que je me suis trompé à l'instant. Twitter, c'est 280 caractères, pas 280 mots. Merci à mon collègue pour avoir corrigé. Et quels sont vos partenaires pour ce projet? Alors, on a des partenaires qui nous ont accompagnés même avant le lancement du média. Donc, aujourd'hui, on tient à les remercier. Donc, c'est le CNRS, le CEA, l'INSERM, l'ANDRA, le CNES et Air Liquide. Donc, ça, c'était très important en fait d'avoir un faisceau de partenaires qui nous fassent confiance. Et donc,
Donc, en fait, comment ça se passe avec eux? On définit un programme éditorial et on va plusieurs fois dans l'année parler de thématiques qui leur tiennent à cœur et qui sont liées à leur activité. Et donc, on va écrire et envoyer une newsletter à ce sujet auprès de tous nos abonnés. Eux sont mis en valeur à la fin de la newsletter par une mention racontée avec le CNRS, avec le CEA, avec ARKID, etc. Et très vite, on s'est rendu compte que c'était pas forcément un logo qu'il fallait mettre à la fin, mais justement le visage d'un chercheur, parce que justement nos histoires contribuent à incarner la science ou à incarner l'art ou la musique en racontant vraiment les histoires de ces personnes qui cherchent. Et donc l'idée, c'était justement de les faire signer aussi pour que la science ait un visage et que ce ne soit pas quelque chose de froid. Donc on a mis très vite la photo de l'expert qui nous aidait à concevoir la newsletter et à la valider scientifiquement. Donc finalement, ça a permis aussi d'humaniser et de mettre en avant chez nos partenaires un certain nombre de personnes qui font avancer la recherche chez eux. Et donc les partenaires aujourd'hui sont nombreux et évidemment l'avantage c'est qu'ils traitent de thématiques très différentes, donc ils contribuent aussi à enrichir la ligne éditoriale avec nous. Donc finalement, plus on a de partenaires, plus on est riche de sujets et du coup évidemment on cherche à en faire rentrer de nouveau dans le cercle parce que finalement la ligne éditoriale ne s'en trouve que enrichie. Voilà. Eh bien, merci encore, bravo. Et déjà, nous sommes au 3e prix. Incroyable. Sur 3. Donc, je ne vais pas en parler, je vais laisser la personne qui est en charge de le faire venir. Comme j'ai oublié, parce que j'ai fait mémoire, c'est Madame Bieschler, Sophie Bieschler. Peut-être que je ne prononce pas votre nom et je m'en excuse d'avance. Il faudra me corriger absolument. C'est le prix d'Hydrocurien. Et donc, je vous donne l'enveloppe qui contient le nom secret. Je vous laisse prendre le micro de mon côté. Merci. Alors, au nom d'Universcience, qui regroupe le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie, je voudrais vous dire combien nous sommes heureux d'être partenaires depuis l'origine aussi de ces prix, combien à chaque fois d'être aux côtés des acteurs qui innovent, qui s'engagent dans des projets concrets. C'est important, c'est aussi ce qui fait notre quotidien, diffuser la culture scientifique au plus grand nombre, partir des sciences pour que les publics y viennent. Et donc ce soir, avec le président d'Universcience, Bruno Macquart, qui est dans la salle, avec la directrice des expositions, Michel Antoine, qui est aussi dans la salle, nous sommes vraiment très heureux d'être aux côtés de l'AMSTI. L'AMSTI qui joue pleinement son rôle en fédérant les acteurs, et en faisant la promotion de projets concrets. Et donc je vais sans attendre ouvrir l'enveloppe et pouvoir inviter sur scène Evelyne Heyer. Par ici, s'installer dans le côté jardin, je sais la mettre qui court. Jardin court. Jardin, oui. Bien, nous sommes donc au jardin. Madame Heyer, alors du coup, j'ai pas parlé parce que quand même, c'est pour vous dire, nous sommes allés au musée de l'homme aujourd'hui pour voir un peu parce qu'on était très évident. Mais Madame Heyer, médaille de bronze du CNRS, chevalier de l'Ordre national du mérite, chevalier de la Légion d'honneur, professeur des universités au Muséum national d'histoire naturelle et prix d'Hydrocurien. Comment allez-vous? Ça va. Ça va, merci. Donc, un parcours relativement impressionnant quand même. On va pas revenir sur tout, parce qu'on n'a que 10 minutes. Mais vous, votre travail, votre formation, votre scientifique, c'est, on s'est au téléphone, c'est l'anthropologie génétique. Tout à fait, c'est ça. Alors j'aimerais qu'on en parle 2 minutes. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est important qu'on en parle peut-être.
C'est facile. Moi, j'aimerais bien. C'est étudier la diversité de l'homme et son évolution avec la génétique. Donc, en fait, je fais beaucoup de maths et de biologie. Beaucoup de la maths, ça en a fait. Et de sciences humaines. D'accord, donc tout est lié. Toutes les sciences humaines. Et alors, je vois encore une question aussi qui n'a rien à voir, c'est que... mais ça va. Parce que la science, c'est aussi de la curiosité. Est-ce qu'on sait tout sur l'histoire de l'humanité? Ou est-ce qu'on a encore beaucoup à apprendre? On en est où? Du curseur entre on sait rien et on sait tout? Dites-nous. Waouh! La question peut être peut-être... Genre des questions non, mais des réponses intelligentes. Faut pas demander ça à un chercheur, parce qu'à chaque fois qu'on trouve quelque chose, ça ouvre plein de fenêtres et on a plein d'autres choses à explorer. Donc on a l'impression que ça s'arrête jamais quand on est un chercheur. Alors, la découverte récente la plus marquante, par exemple, dans une discipline? C'était bien montré dans Science Type. C'est vrai que c'est marrant quand on a vu qu'il y avait eu du mélange entre l'homme de Néandertal et l'homme moderne et qu'on porte tous ceux qui sont issus des sorties d'Afrique, un petit peu de génome de Néandertal. Ça, c'était sympa. D'accord. Ça, c'est récent. Ça, c'est à peu près 5-6 ans, à peu près, dans ma discipline. C'est pas moi qui ai trouvé ça, mais c'est vraiment une recherche, je trouve. Donc, il y a 10 ans, Néandertal était mort, et après, on se rend compte qu'en fait, il était un peu en nous. Tout à fait. C'est beau. Mais la jonquille aussi, un peu en nous. La jonquille. On s'est quand même moins croisé avec elle. Oui, mais on partage des ancêtres communs, donc on a aussi plein de choses en commun avec la jonquille. Alors, donc vous travaillez au musée de l'Homme également, et donc vous travaillez sur vous avez fait une expo dont on parlera juste après, et vous participez aussi au parcours général, au parcours permanent du musée. En fait, je me suis occupée du parcours permanent avec Agnès Parent, qui est quelque part dans la salle. Moi, j'étais un peu le chef d'orchestre des scientifiques, et elle arrivait à canaliser les scientifiques pour en faire quelque chose d'intelligible au grand public. Oui, ça c'est dur. Oui, surtout canaliser les scientifiques. Oui, quel était le plus grand défi dans la mise au point de cette expo permanente? C'était de faire la synthèse entre plein de choses, l'anthropologie, l'ethnologie, la préhistoire, et de le retranscrire dans une histoire qui donne envie aux visiteurs de parcourir cet espace et d'apprendre des choses. Et de s'émerveiller. Il y a beaucoup de... Non, on peut interagir, notamment le mur avec les langues. Oui, on peut tirer des langues. C'est assez dingue. Alors, si vous ne connaissez pas le musée de l'Homme, rien que pour ça, alors, il faut du temps parce que du coup chaque échantillon est assez long. Ouais. Alors moi j'ai passé à peu près 3 quarts d'heure dans un larynx. Et c'était une joie sans égale parce qu'il y avait plein d'extraits d'Yodel et de chants diphoniques, c'était merveilleux. Tout à fait. Histoire vraie. Non mais il faut venir tirer la langue au musée de l'Homme. Oui. Voilà, et donc il y a des fossiles, il y a tout ce qu'il faut, c'est ça. En fait, l'idée, c'est d'arriver à rendre la science agréable et intelligible, à la fois pour des plus jeunes et des plus âgés, et que, en fait, ça soit accessible pour tout le monde, quoi. Et je pense que, grâce au travail des muséographes et des scientifiques, je pense que c'est réussi au musée de l'Homme. Donc, moi, j'ignore qu'est-ce qui a motivé le jury pour vous donner ce prix aujourd'hui. Okay. Non, dans le sens où il y a sûrement un aspect plus extraordinaire. C'est tellement magnifique, vous faites, c'est super. Mais peut-être est-ce pour l'exposition Nous et les autres, qui est l'exposition, donc c'est quoi le terme? Temporaire, pardon. Qui est là depuis quand en fait? Elle est là depuis le 30 mars. Et elle dure jusqu'à 8 janvier. Bon, on a encore un peu de temps, mais prenez rendez-vous. Alors ça parle de quoi, Nous et les autres? Alors en fait, c'est une expo sur le racisme. En fait, l'idée, c'était de se dire que les luttes contre le racisme des années 80-90 où la science était mobilisée, en fait, ça n'a pas suffi, ça n'a pas fonctionné, et qu'il fallait plutôt s'interroger sur qu'est-ce que c'est que le racisme, d'où ça vient, de comprendre le racisme pour déboucher peut-être sur un meilleur vivre ensemble. Pas juste dire c'est mal. Ah oui, c'est parce ça. Que les gens se sont divisés eux-mêmes, mais expliquer pourquoi est-ce que parfois on a un truc. Pourquoi tous, on peut avoir des fois des pensées qui peuvent être à la limite racistes, qui peuvent même l'être, et puis ce à quoi il faut faire attention pour qu'il y ait le moins possible de racisme dans notre société. Je me rappelle avoir vu une phrase sur le mur à un moment donné, c'est « Peut-on être raciste sans le savoir ?» Tout à fait. Mais en fait, on avait envie, oui, c'est ça. En fait, il y a un article d'un journaliste qui était marrant qui disait... c'était une exposition sans moraline. Ah oui. C'était assez. Donc, parce que la science ne juge pas. Non, en fait, ce que j'ai trouvé de fascinant avec cette expo, c'était déjà de se dire que n'importe quel sujet, même difficile, même des sujets de société, en fait, on peut l'aborder avec un regard de scientifique, c'est-à-dire d'essayer d'expliquer comment ça marche, plutôt que de dire c'est pas bien, il faut pas faire ça.
en fait, voilà, de donner à comprendre au public pour qu'après lui-même, il puisse changer, s'il le souhaite, son comportement. Alors, cette expo temporaire, est-ce qu'elle a été difficile à mettre en place? C'est quoi un peu l'histoire de... Voilà, je vais faire une expo sur le racisme au Musée de l'Homme. Bon, je sais pas comment c'est quoi la genèse d'un projet pareil, et c'est quoi les obstacles? Alors, la genèse, c'était qu'on s'était dit dans le parcours permanent qu'il y avait des sujets, on n'avait pas la place de bien les développer dans le parcours permanent, et qu'on voulait en faire des expositions temporaires. Et on s'était dit qu'une exposition sur le racisme, ce serait vraiment bien. En plus, ça renouait avec l'histoire du Musée de l'Homme. Alors, le problème, c'est que c'est quand même pas un sujet très facile à muséographier. Et c'est peut-être par naïveté qu'on a choisi aussi de se lancer là-dedans. Je savais que ça allait être compliqué, mais ça a été très compliqué. Donc, si vous aviez su, vous ne m'auriez pas fait ça peut-être? Ah si, avec plaisir, et je la referai encore. Et puis j'ai plein d'idées d'expo encore pires, mais je suis pas sûre forcément que la direction suivra toujours. Mais si, maintenant vous avez gagné un prix. C'est le prix du vidéo coréen qui, je crois, couronne un peu ça aussi. J'imagine que le jury a été sensible à ça. Ah, la direction. Donc ça encourage à recommencer à faire payer. Oui. Et vous avez évoqué le public. Moi j'aimerais savoir, le public, comment il le prend? Est-ce qu'il y a eu des retours positifs et ou négatifs? Et quand c'est négatif, ça prend quelle forme, les réactions à ce genre d'expo? Alors, on a eu beaucoup de on a un taux de satisfaction extrêmement élevé pour cette exposition des visiteurs. Donc, on a un livre d'or numérique. Non, les critiques qu'il y a eu, c'est des critiques. Bon, on est très vite sur ces questions-là dans la compétition des différentes victimes. Donc, vous parlez pas assez de ceci, vous auriez dû parler plus de nous, etc. Donc ça, on a eu ça. Ça c'est délicat, il n'y a pas de bonne réponse, j'imagine. Voilà, il n'y a pas de réponse par rapport à ça. Bon, du coup, on arrête là. Et j'ai fait un peu le tour de ce dont je voulais parler. Moi, à moins que Vlad ait une question. Toi, tu voudrais que ça fasse plus des voix? Oui, bien sûr. Plus de larynx encore? Bien, encore plus. Bon. La technique qui n'était pas dedans. Voilà, vraiment. Mais donc, une expo, nous et les autres, allez voir au Musée de l'Homme, au Trocadéro. C'est facile à trouver. C'est joli autour, c'est bon. On voit la Tour Eiffel. Moi, je suis assez épaté par rapport à la manière dont vous en parlez. Donc, je suis charmé. Donc, je vous remercie pour tout ça, et je pense que c'est un prix mérité. Je remercie tout le monde d'avoir été là. Je crois que c'est la fin. Moi, je donne la parole à quelqu'un après. Oui, on prend la photo. Donc, tout le monde va revenir sur scène. Vous donnez le prix aussi. Ah, elle a eu le prix. Elle le reprend. Et donc, chef d'orchestre, installe les gens pour qu'on prenne une belle photo. C'est le rôle du régisseur, pas du chef d'orchestre. D'accord, tu es vraiment déplaisant. Alors, donc on rappelle là, c'est Didier Picard mon chat. Voilà, comme tu es grand, tu te mettras derrière. Avec le président du jury. Et si nous virions les chaises, oui. Ou on se met dans les chaises, c'est pas bête. Le plus important, c'est vous, hein. Complètement, suivez-moi, ici. Voilà. Devant les chaises, devant les chaises. Bien la lumière devant les chaises, voilà. Voilà. Rapprochez-vous. On va vous placer ici, il faut, hein. Rapprochez-vous. Ne soyez pas si timide. Il faut qu'on vous voit. Voilà. Mettez-vous bien devant. Voilà. On voit pas tout le monde. Mettez-vous sur les côtés. Allô. Voilà. On y est presque. Est-ce que pour la photo c'est bon? Le photographe valide-t-il cette disposition? Voilà. Alors on retient son souffle et on sourit. On pense fort en visage. Ne vous arrêtez pas, on a jusqu'à 23h. Bon. Bien, moi, je remercie Didier Michel qui nous a demandé de venir animer la soirée, l'Amnesty, etc. Je vous remercie tous d'avoir été hyper sympa parce que ça s'est bien passé, je pense. Hein, je vous dirai. Et voilà, et donc Vlad, un mot de la fin? Ah non, absolument pas. Moi, je suis ravi d'avoir pu revenir ici en tant que présentateur. C'était formidable. Voilà. Je pense que le prix du rose, c'est quelque chose d'important et ça a fait plaisir de pouvoir participer au fait que ce soit pérenne. Et donc, on vous invite, je suppose, à poursuivre la soirée avec un cocktail, si c'est comme c'était il y a un an, sinon je ne suis pas au courant. Je vous dis ça, vous verrez bien. Hein. Voilà, c'est pas de cocktail, mais c'est pas ma faute. Le cocktail de Schrödinger.
Voilà. Merci Thomas. Nous vous invitons donc à passer à l'étage en salle Marie Curie pour féliciter à la fois les lauréats et partager un cocktail.